Nouveau numéro du Fostrophe. Écoutez, nous sommes ravis que vous nous accueilliez chez vous. Bonsoir Thibaut, bonsoir Camille, comment ça va? Ça va bien, et toi? Écoute, très très bien. Toujours content quand quand je vais passer la soirée avec vous, ça me fait toujours plaisir. Et encore une fois, on va faire une émission, je pense, assez sympathique, assez enrichissante, puisque début du mois de juillet, les éditions Paquet ont eu la gentillesse de m'envoyer une bande dessinée qui allait sortir. C'est une bande dessinée par Serge Hanouquin. Alors, je vais vous lire un petit peu le pitch, la 4e de couverture. Comme chaque été, Gian trouve refuge chez son oncle Bruno, un producteur d'huile d'olive de Fort-Calquier. Passionné de photographie, le jeune homme parcourt les sentiers du pays à la recherche de décors insolites. En visionnant ces images, il découvre 3 clichés troublants dont il n'a pas souvenir. Ces photos sont liées à la disparition de Luna, une touriste de 22 ans. Tandis que le taux se resserre autour de lui, une série d'événements étranges viennent bousculer le cours des choses. Objets volants, trous de mémoire, stigmates et coïncidences. Alors vous imaginez bien sûr qu'avec un pitch comme ça, on avait vraiment envie de lire cette bande dessinée. Et puis une fois qu'on a lu, on avait vraiment envie d'en discuter avec son auteur, Serge Hanouquin, que nous accueillons tout de suite. Serge, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait très plaisir. Surtout que c'est un livre, encore une fois. Alors, le livre est sorti le 5, vous me disiez. Hein, ouais, il est sorti la semaine prochaine, ouais, c'est tout neuf. Voilà, donc là, vous pouvez le trouver dans les circuits de distribution classiques, hein, on en discute avec Serge. Oui, en librairie. Ouais. En librairie, puis surtout aussi sur le site de l'éditeur. Donc n'hésitez pas à aller le commander. Alors Serge, Constellation, moi je vous admets que j'ai découvert votre travail à travers ce livre, mais ce n'est pas votre première bande dessinée, puisque en tout cas chez Paquet, vous aviez déjà sorti 3 ouvrages entre 2016 et 2019, c'est bien ça? Entre 2011 et 2019. J'ai commencé par une trilogie qui s'appelle Des fragments de l'oubli, qui est un point de vue différent de personnages autour d'une même histoire. Cette série est ressortie en intégrale. Ensuite, j'ai fait une sorte de road movie thriller qui emmène un scénariste jusqu'à Rennes-le-Château. Un scénariste qui n'a aucune inspiration pour écrire sur Rennes-le-Château et qui décide de prendre la route pour s'y rendre et voir si ça réveille un petit peu des envies. Donc ça s'appelle La trajectoire des vagabonds. Ouais, et ensuite, j'ai travaillé sur une adaptation très libre de Maupassant. Je me suis attaqué au Horla et j'ai appelé ça Horla 2.0. Et donc, je revisite ce grand texte en jouant avec des notions de physique quantique. Donc, on a la présence du chat de Schrödinger, par exemple. Voilà. Et j'ai déplacé cette histoire dans une époque qui est à peu près la nôtre. Il y a quelques légers décalages et tout se passe sur une île. Et le personnage principal a une tête de lapin, donc c'est très particulier comme histoire. C'est ce qu'on voit sur la couverture, un petit peu à la… Comment s'appelait ce film, Thibaut, avec Donnie… Donnie Darko. Donnie Darko, ouais, effectivement. Donnie Darko. On va quand même dire que toutes vos bandes dessinées ont été primées. Album d'or au Festival de la Bulle d'Or d'Aubrigné, prix du meilleur album au Festival Décime 2014, prix coup de cœur au Festival Décime 2019, premier prix Pascal Gefulki 2019. Et je vous dis honnêtement, je pense que Constellation va probablement lui aussi briller son nombre de récompenses. Parce qu'effectivement, c'est un ouvrage très intéressant. Alors Serge, je vous pose la question, mais enfin j'imagine que vous dessinez depuis tout petit, c'est souvent ça? Ouais, je dessine depuis toujours. J'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Mais finalement, c'est devenu mon vrai métier depuis 2-3 ans, pas plus. D'accord, et oui. Parce que ouais, c'est un boulot compliqué. C'est un boulot qui nourrit pas très bien son homme. Et voilà, donc pendant longtemps, j'ai eu un boulot à temps plein et je faisais de la BD à côté. Mais bon, de la BD, j'en fais depuis 10, 15, 20 ans, je sais pas, je compte plus, quoi. Ouais, effectivement, vous avez toujours dessiné. Alors, justement, Constellation, combien de temps
de la genèse à la finalisation, combien de temps il vous faut pour ou alors c'est des projets qui sont là depuis toujours et puis c'est un projet Constellation. Alors au départ, c'est vraiment un coup de cœur pour Forcalquier, donc la ville de Forcalquier, les paysages autour de Forcalquier. Je fais beaucoup de vélo et j'ai découvert des sentiers incroyables et vraiment, je suis tombé amoureux de ce coin et en plus, il y a la nuit des ciels extraordinaires là-bas. Parce que je pense que c'est les plus beaux ciels de France. D'ailleurs, il y a l'observatoire de Haute-Provence là-bas, c'est pas pour rien. Je me permets Saint-Michel l'Observatoire. Exactement. Justement parce que dans le livre, vous avez fait effectivement quelques décors, voilà, des pleines pages très jolies. Je me suis fait plaisir. Qui viennent entrecouper l'histoire. Alors, en fait, j'ai construit le récit à partir de mes tracés de balade. Donc, tous les endroits où se rend mon personnage sont des endroits qui existent, qu'on peut retrouver. Et à partir de là, j'ai monté ça avec une autre de mes passions qui est l'ufologie. Voilà. Et je me suis dit que c'était vraiment un décor idéal. En plus, on n'est pas très très loin de Valençol, donc il y a l'histoire de Maurice Mas. Donc je me suis dit bon, allez, entre Saint-Michel l'Observatoire et Valençol, Forcalquier, parfait. Il y a quelque chose. Pour la petite anecdote, l'observatoire devait être à Valençol. C'est le maire qui a refusé, mais c'est pour ça que ça a été mis à Saint-Michel. Mais c'est pour vous dire que le ciel est encore plus beau à Valençol. Serge, une question. Est-ce que c'est le même process qui t'a amené à travailler autour de Rennes-le-Château, tes balades, tes émotions Alors, Rennes-le-Château, de la nature, parce que voilà. C'est très particulier. Rennes-le-Château, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que j'avais dans ma famille un chercheur de trésors qui s'était lancé là-dedans et que j'allais voir quand j'étais gamin, et ça m'a impressionné parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était que du bouquin, des rébus, des choses incompréhensibles. Et moi, j'avais, je sais pas, 14-15 ans, et je regardais ça avec envie, et je me disais que c'était quand même un truc génial de chercher un trésor. Et voilà, ça a été le point de départ. Mais finalement, j'y suis jamais allé. Et j'ai repoussé parce que j'avais justement envie de travailler sur une BD autour de ça, et j'avais peur que de me rendre sur les lieux, ça m'enlève une partie de magie. C'est un peu compliqué comme non, mais c'est vrai, c'est vrai, hein, des fois d'aller quelque part, ça rend la chose réelle et puis presque banale au final. Donc c'est un peu ça. Hein. Ce que disait Camille, c'est comme les gens qui me rencontrent, ils me voient, ils disent que je suis exceptionnel, puis quand ils me voient, ils disent mais non, il est tout pourri. Oh, t'inquiète, avec les dossiers qui vont être publiés bientôt, ils vont vite le comprendre. J'imagine. D'ailleurs, Serge, vous citez un livre qui est très difficile à obtenir maintenant. C'est un collector, c'est le livre OVNI en Provence d'Henri Julien et de Michel Figuet. Alors que Camille a dans sa bibliothèque, mais voilà. Il faut savoir que c'est un ouvrage pratiquement introuvable. Alors Camille me disait qu'elle l'avait vu en vente, mais à un prix complètement fou sur Internet. C'est ça, Camille? Oui, sur Internet, il a un prix dingue. Mais si vraiment vous le cherchez, je sais que Maurice Chaspoul, à Valençol, il en a encore quelques-uns en stock. Beaucoup, hein. Attention, exclu. Je l'ai trouvé à Forcalquier dans une brocante à un prix raisonnable. Voilà. Alors, concernant le Figuet, il faut savoir que ça avait été l'auteur d'un gros bouquin chez Alain Lefebvre, une grosse synthèse sur toutes les observations d'OVNI, qui est encore vraiment une bible. C'est le Figuet Ruchon. Et effectivement, Michel Figuet a aussi commis un livre sur les OVNI en Provence. Tu as raison de le dire, qui est assez rare aujourd'hui, moi, que j'ai dans ma bibliothèque, et qui est très très riche d'observations, effectivement, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes. C'est vrai que c'est des secteurs qui ont été assez magnifiques en matière d'observation d'OVNI. Alors, Serge, vous indiquiez donc l'ufologie, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours au final aussi. Oui, moi j'ai toujours été attiré par ça, sans même avoir jamais rien vu. C'est vrai que j'observe même pas forcément le ciel, mais je trouve que
cette possibilité. Alors pendant longtemps, pour moi, OVNI égale extraterrestre. Et depuis quelques années, c'est plus du tout le cas. Et c'est ce qui a été le moteur justement de la réflexion pour me mettre à l'écriture de constellations. À partir du moment où j'ai trouvé un angle pour essayer de parler de ces phénomènes sans pour autant mettre à côté le mot extraterrestre ou la représentation des extraterrestres, ben voilà, pour moi, c'était gagné. Essayer de parler de ça en proposant autre chose. De toute façon, de ce que vous m'expliquez, c'est vrai que la réalité, la perception de la réalité et la réalité des, enfin, comment dire, la vérité des choses, c'est quelque chose qui transcende dans tous vos ouvrages. Malgré tout, c'est un petit peu votre fil rouge, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment une obsession. C'est-à-dire arriver à… Bon, c'est le principe de Matrix, hein, pilule bleue, pilule rouge, laquelle on va choisir. Et à partir du moment où on prend la rouge, ben voilà, on est propulsé ailleurs et qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que je vous le disais, c'est assez rare dans les bandes dessinées, c'est que à la fin du livre, vous proposez un texte que vous avez écrit et qui s'appelle « Sortir de la caverne » et vous mettez en avant le mythe de la caverne de Platon. Et c'est vrai que je suis toujours étonné par la modernité de ce texte, parce qu'on pourrait presque l'écrire aujourd'hui quand même. Oui, mais c'est… alors, moi, j'ai rien inventé par rapport à ça. J'ai lu notamment OVNI et Conscience, j'ai suivi des conférences de gens assez pointus comme Philippe Guillemont, comme Monsieur Bonvin aussi, et on se dit, mais c'est vrai que c'est pas plus bête qu'autre chose de se dire que la réponse est peut-être là, en fait. Elle n'est pas forcément à chercher dans les étoiles, elle est peut-être à côté de nous, mais sous une autre forme, une autre réalité. Et pour arriver à l'apercevoir, ben, il faut, entre guillemets, sortir de la caverne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sortir de la caverne? Est-ce que ça veut dire faire comme les chamans et se connecter à des consciences extérieures? Est-ce que ça veut dire méditer? Est-ce que ça veut dire être ouvert? Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça la solution. Alors, moi, ce qui m'a toujours, comment dire, éclaté, je dirais, dans la caverne de Platon, c'est que la personne sort, voit le soleil, voit la lune, mais le plus fou, c'est quand il rentre et qu'il dit « j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune », bah, ce que trouvent ses congénères à faire, c'est simplement de le tuer, parce que ce qu'il dit est trop énorme. Donc il vient gêner. Donc comme il gêne, bah, on préfère l'éliminer que le laisser parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être clair, parler du sujet OVNI, ça reste quand même socialement un petit peu compliqué quand même. Bah oui. Tout de suite, on est pris pour des guignols, mais en fait, le problème, c'est que le sujet OVNI a été pendant trop longtemps associé à l'extraterrestre, homme vert d'abord, petit gris ensuite. Alors, peut-être que c'est ça, peut-être que ça existe, mais je ne sais pas. Moi, j'envisage vraiment les choses autrement. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça, ce phénomène. Ce qui est intéressant, et je trouve que vous avez eu cette intelligence-là, c'est que dans tout le livre, vous suggérez énormément, mais vous ne matérialisez pas la chose. Donc, vous laissez le lecteur faire le travail. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, ouais. Oui, pendant longtemps, pendant l'écriture, je voulais même absolument pas dessiner d'OVNI. Et puis, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage. Donc, j'en ai fait une représentation très synthétique, à la Daniel Robin, on va dire, c'est-à-dire les triangles de la nuit, quoi, voilà. Tout à fait. C'est la représentation la plus simple, c'est la représentation qui correspond le plus, je pense, à celle qui est vue actuellement par les témoins. C'est vrai que depuis les années 90, on parle beaucoup de triangles volants, beaucoup moins de soucoupes. Voilà. Mais par contre, je voulais surtout pas représenter d'extraterrestres. Parce que voilà, à partir du moment où on représente l'autre, l'extraterrestre, l'autre, bah, c'est dommage, quoi. Je trouve que les films les plus réussis, ce sont les films où on ne voit rien. C'est vrai. Je suis un peu d'accord. Alors justement, tout à l'heure, on va parler
film avec Thibaut. Alors, je voudrais juste rappeler aussi les livres que vous citez en termes de sources. Alors, on a parlé d'OVNI et Conscience, et c'est vrai qu'OVNI et Conscience a été un vrai pavé dans la mare. Moi, je me rappelle en 2015, ça a été, il s'est fait lyncher autant qu'il s'est fait adorer. Donc, ça a vraiment été quelque chose. Donc, vous citez aussi un Jacques Vallée, Passeport pour Magonia. Et c'est vrai qu'il y a quand même une démarche valléiste dans votre approche du phénomène. Ça, je pense que Thibaut trouvera ça plutôt intéressant. Alors, Les Triangles de la Nuit, qui est chez notre ami Jean-Michel Gansière. Et puis, vous citez aussi les apparitions mondiales d'humanoïdes. Alors ça, c'est un sacré pavé. C'est le livre d'Éric Zurker, pardon. Oui, je fais toujours un mix entre Zirger et Zurker. Ils ont des noms un petit peu pareils. Mais surtout, vous citez un livre, et moi j'aime beaucoup cette approche-là. Vous citez aussi un de Toliaz, le de Toliaz Fourier, Voyage aux confins de la conscience. Et ça, je trouve ça très intelligent et puis surtout très intéressant de dire oui, mais. Il m'a vraiment embarqué ce bouquin. C'est vrai. Et j'ai trouvé énormément de liens entre ce que vit Nicolas Fraisse et ce que vivent certains expérienceurs. Alors, c'est vrai. Sur Nicolas Fraisse, moi j'ai un problème parce que j'ai une petite frustration. C'est pas un problème, c'est une frustration. Je crois que c'était Bob qui lui avait posé la question, Bob de BTLV pendant une émission, et qui lui avait dit mais Nicolas, avez-vous rencontré une autre forme de vie pendant vos voyages? Et Nicolas Fraisse avait répondu pas pour l'instant. Et c'est vrai que j'étais resté un petit peu sur ma faim. J'aurais trouvé ça tellement chouette qu'ils voient d'autres formes de vie. On a un livre aussi de Mark O'Byrne qui lui dit moi j'ai rencontré d'autres formes de vie, donc il va un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que je trouve que Sylvie de Toliaz fait un travail exceptionnel avec Jean-Claude, je sais jamais son prénom, c'est Jean-Charles, pardon, non, Claude Charles, j'ai fait un mix. Fourier, c'est vrai qu'ils font un boulot exceptionnel, et c'est vrai que si un jour on peut les avoir en entretien, ce sera vraiment une très, très, avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai que les expériences de Nicolas Fraisse m'ont beaucoup inspiré pour justement ce que va vivre mon personnage de Gian quand il fait ses sorties hors du corps régulières pendant le bouquin. Et voilà, ça a été une source d'inspiration. Ouais, je pense que ce qui est important dans ce que Serge dit aussi, effectivement, comme beaucoup, il a été marqué par OVNI et Conscience, qui était, tu le disais, Pascal, quand même un pavé dans la mare. Pour une espèce de renaissance de l'hypothèse extraterrestre au second degré, donc une hypothèse un peu plus subtile, qui tiendrait, valésienne, qui tiendrait compte de l'espace et du temps, ce qui a très bien illustré effectivement tous les travaux de Guillemant, et puis son intérêt aussi pour l'ufologie. Donc ça, effectivement, c'est intéressant de montrer que effectivement, on sort aussi. C'est rigolo parce que on en parlait la dernière fois sur le flash UFO sur le New York Times, que c'est un moment particulier pour l'ufologie avec beaucoup de révélations aussi, beaucoup d'actualités américaines en tout cas. Et c'est aussi un moment de l'histoire de l'ufologie où plus que jamais, alors que le sujet OVNI est tenu de plus en plus comme un sujet sérieux, c'est le moment où en tout cas l'hypothèse extraterrestre au premier degré tient plus, parce qu'entre-temps, il y a eu tout un tas de travaux à la fois sur la conscience, puis aussi en astrophysique, qui sont venus changer la donne. Donc ça, c'est sacrément intéressant. Et effectivement, il y a un grand tout. Il y a sûrement un grand tout, comme tu le disais très bien, Serge, un grand tout paranormal entre ce que vivent les expérienceurs de out-of-body experience, ce que vivent aussi les expérienceurs d'expérience de mort imminente, et ce que vivent certains témoins, en tout cas expérienceurs d'abduction. Donc il y a une vraie connexion que Vallée avait sentie depuis longtemps, et qu'effectivement Guillemant, Bonvin et consorts ont réactualisé. Serge, justement, Thibaut parlait de l'actualité américaine. Est-ce que c'est une actualité que vous suivez? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous sentez un changement de paradigme par rapport à ces informations qui sont quand même assez, depuis 2017, c'est un petit peu cliffhanger, quoi. Oui, mais je suis un peu prudent, moi, par rapport à tout ça. J'ai l'impression que c'est très scénarisé. On nous raconte vraiment ce qu'on a envie de nous raconter à un certain rythme.
Bon, il y a un pas en avant, suivi d'un petit pas en arrière. Mais c'est super intéressant, hein. Alors, j'ai suivi les vidéos prises par les chasseurs américains là, dans les bombardiers. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai pas trop compris le point de vue de Trump là. J'ai écouté rapidement, mais c'était pas, j'avais pas mis les sous-titres, du coup j'ai loupé pas mal de trucs, mais j'ai pas eu l'impression qu'il faisait avancer quoi que ce soit par rapport à ça, hein, si ce n'est de dire qu'il avait un intérêt pour ça, mais c'est tout quoi. Bon, en tout cas, ce qui est clair, et depuis que la colistière de Biden est désignée, maintenant il est évident que le sujet OVNI fera partie des invités de la campagne présidentielle, puisque honnêtement, j'ai pas encore le nom en tête, je suis désolé, je vais l'apprendre, hein, le nom de cette colistière. Je crois. Kamala, enfin je vous admets que Kamala, je crois. Enfin, je sais pas si son nom ou son prénom, Kamala. Il faut savoir quand même, et ça c'est Seb the Sniper qui nous a sorti un article de Medium de Brice Zabel tout à l'heure, c'est qu'elle fait partie, avec Mario Rubio, de cette fameuse commission sénatoriale du renseignement, cette fameuse commission qui a demandé, dans un délai de 6 mois, à l'armée américaine de lui fournir un rapport circonstancié, des rapports du AP. Donc, même si Biden est un petit peu à la traîne sur le sujet, elle l'est pas. Donc là, ça risque quand même d'être assez intéressant quand le sujet va être abordé, parce qu'il le sera, parce qu'il est évident aujourd'hui que Trump va s'en servir de game changer à un moment ou à un autre. Donc bon, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Alors par contre, là où j'ai une petite frustration, mais je pense que vous l'avez fait exprès, Serge, c'est quand je suis arrivé à la fin du livre, je me suis dit, ok, ben on va attendre le tome 2 maintenant pour la suite des aventures. Il n'y a pas de tome 2. C'est pas sympa, ça. Bon, en même temps, c'est pas sympa, mais c'est sympa parce que vous laissez justement la liberté au lecteur de se construire sa propre histoire. Voilà, j'ai essayé de refermer pratiquement toutes les portes, mais je laisse toujours de l'aération. Je trouve qu'une histoire, il faut qu'elle s'aère, même une fois le bouquin terminé, pour justement laisser à chacun libre interprétation de différentes choses. Alors c'est vrai que je n'explique pas tout, mais bon, j'explique quand même pas mal de choses. Oui, il y a pas mal de portes ouvertes quand même. Là, il y a quand même, ce qui est assez intéressant, tu le disais tout à l'heure, Serge, c'est que tout n'est pas à dire, tout n'est pas à montrer. Ce que tu disais tout à l'heure et ce que vous échangez là en ce moment me fait penser à ce que Kubrick disait quand on l'interrogeait sur 2001, qui est quand même un film hautement ufologique malgré tout, le monolithe. Il disait que lui, il avait voulu recréer quelque chose qui soit de l'ordre de l'expérience sensible. Il avait voulu montrer de l'intérieur ce qui peut se passer en termes aussi d'émotions dans ce type d'événements, de rencontres et il n'avait pas envie d'expliquer nécessairement toutes les choses et c'est ce qui lui avait été un peu reproché parce que le film est assez nébuleux. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faut peut-être pas tout montrer et montrer le caractère sensible aussi, parce qu'on est définitivement dans un phénomène qui est sociologique, qui est très en accointance avec l'humain. Ça, c'est quelque chose qu'ont pointé les ufologues depuis bien longtemps. Donc, c'est important d'en montrer la composante humaine. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est pas tous. Donc, voilà, c'est un petit peu encore une pierre d'achoppement. Mais là où je suis d'accord sur 2001, je trouve que le coup de maître de Kubrick, c'est de conceptualiser l'autre par ce monolithe. Voilà, enfin, je veux dire, c'est lisse, c'est géométrique, chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est quand même, voilà, ça c'est fort, je trouve. Serge, donc le livre, alors, parce qu'on va passer l'émission donc très rapidement après l'enregistrement, puisque nous sommes mercredi soir et on va la passer ce week-end. Vous avez déjà des premiers retours de lecture, des premières remontées, ou c'est encore un peu tôt? Quelques-uns, c'est encore un peu tôt, mais j'ai quelques lecteurs fidèles qui me postent des messages sur Facebook, donc ça fait chaud au cœur et c'est plutôt encourageant. Bon, je suis confiant pour la suite. Des remontées un petit peu du monde ufologique ou c'est peut-être encore un peu tôt? Alors là, c'est trop tôt là pour l'instant. Ouais. Vous avez envoyé le livre peut-être à quelques-uns, à Philippe Guimand ou pas, non? Non. Bon, on essaiera de. J'ai pas osé. Ouais, non.
Ouais. Donc c'est vrai que bon, donc moi je vous admets qu'honnêtement, voilà, je recommande. C'est une bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée, donc l'avantage d'une bande dessinée, c'est que ça se lit obligatoirement plus facilement qu'un livre, parce que voilà, on se laisse plus facilement porter par l'histoire. Mais voilà, un bel ouvrage qui est là. Donc, enfin, le Maybe Planet recommande, bien sûr. N'hésitez pas à l'acheter. Et puis, je trouve que c'est un bel objet aussi. Et on parlait tout à l'heure un petit peu technique de format. Vous appeliez ça, pardon, un format ramassé, c'est ça? C'est le terme exact pour. C'est un format qui est en général le format utilisé pour les romans graphiques. Donc, c'est un format qui, effectivement, est un peu plus petit qu'un format de bande dessinée plus grand public, quoi. Moi, je le trouve très agréable, justement, à feuilleter. On a plus une sensation de lire un roman, quoi, de livre, c'est ça. C'est ce que je reprends parfois aux bandes dessinées, c'est que on se dit mais il n'y a rien là-dedans, quoi. Simplement parce que le livre, là je le perds, le livre est grand. Là c'est vrai qu'on on lit un livre, voilà, on lit une histoire, donc c'est quand même super intéressant. Pour qualifier ce livre, qu'est-ce qui, enfin, je vous pose une question un peu difficile, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on dise à propos de ce travail, de cet ouvrage? Moi j'aime bien quand on me dit que mon travail est étrange, intriguant, sensible, poétique, et c'est souvent ce qui revient. Ouais, ben c'est ça. Mais aussi, on me dit souvent quand est-ce que sort le tome 2. Donc voilà. Voilà, vous voyez. Je pense qu'il va falloir y réfléchir quand même. Hein. Non. Et non, souvent, voilà, les suites sont parfois décevantes. Hein, donc, non, les suites sont parfois décevantes. Il y a un dérivé. Mais en fait, chacun de mes bouquins est lié au précédent. Et donc voilà, le tome 2 se fait comme ça naturellement parce qu'à chaque fois, j'explore un petit peu les mêmes thématiques qui sont des thématiques de réalité superposée. Et voilà, quoi. Donc je pense que le tome 2 est toujours à chercher dans le prochain bouquin. Alors, on voulait profiter bien sûr de cet ouvrage parce que cet ouvrage, on peut le dire, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on va dire que le cœur de l'intrigue, c'est une abduction au final. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein, voilà, une abduction qui est ressentie, mais qui n'est pas spécialement conceptualisée totalement par les héros de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah voilà, là on a un beau travail sur l'abduction. Ce serait chouette avec Thibaut qu'on fasse un ufostrophe et qu'on élargisse un petit peu justement au niveau de la culture sur le thème de l'abduction dans les livres, dans le cinéma. Donc Thibaut nous a proposé quelques ouvrages qui lui semblaient intéressants, voire incontournables par rapport au phénomène de l'abduction. Alors Thibaut, par quoi veux-tu que nous commencions ? Alors, on peut commencer par dire quand même un mot sur les abductions, parce que moi je me mets à la place de ceux qui nous regardent, hein, et puis qui découvriraient un peu ce phénomène. Donc alors évidemment abduction, hein, là ça renvoie plutôt à la terminologie anglo-saxonne. On parle plus d'enlèvement extraterrestre. Alors de quoi s'agit-il ? On a quand même un peu des invariants, hein, on a quand même là maintenant un petit peu de recul, notamment avec les travaux de John Mack et puis en France aussi le travail d'une association qui s'appelle le CERO, hein, qu'il faut citer, qui voilà, avec Myriam Bellemire qui écoute, qui réunit un certain nombre de personnes se disant donc abductées, enlevées. Donc le plus souvent l'abduction elle se déroule. C'est important ce que tu dis, et je t'écoute. Je te rejoins, c'est se disant abductés. Voilà, ça c'est un point de sémantique, mais qui est important parce que c'est toujours compliqué de, comme disait Serge, comme le travail de Serge, de vraiment sortir le vrai du faux, ce qui est vécu, ce qui est rêvé, ce qui est onirique. Voilà, tu as tout à fait raison de dire pensant abducté. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais absolument. Et il faut donc du coup dire en écho à ce que tu dis que cette question-là, c'est très clairement une controverse scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois des acteurs majeurs de la science, et notamment, je pense à John Mack, qui était quand même pas n'importe qui, puisque il était le détenteur de la chaire de psychiatrie à Harvard, donc alors on a une photo le Harvard américain. Hein. Voilà, ça c'est John Mack. Donc, je veux dire, là, on parle quand même d'une vraie sommité scientifique qui a accrédité ce phénomène, et puis d'autres qui sont très très critiques. Alors, Serge, en gros, pour dire
Non, je voulais juste poser une question à Serge. Non, pardon, parce qu'on parle de John Mack. J'imagine que vous avez vu cette petite séquence à Ariel School où John Mack, justement. Quand il est au Zimbabwe et qu'il interroge les enfants qui ont été témoins, c'est incroyable. Ah, c'est fou comme ça. À chaque fois, j'ai les poils qui se hérissent quand je vois cette scène. Pardon Thibaut, il va me. Oui, c'est un cas que un cas que John Mack qui a fasciné John Mack et qui effectivement est assez fascinant. Et il faut savoir que des décennies après, les enfants n'ont pas changé de version. Les enfants devenus adultes n'ont pas changé de version et continuent de dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti aussi. On parlait de ressenti, mais dans ces questions de contact, d'enlèvement, il y a toujours effectivement, c'est une expérience humaine. Hein. Et y compris qui peut avoir des et c'est ce qui illustre très bien le travail de Serge, des composantes mystiques, philosophiques. Hein. Thibaut, en tout cas, si on en revient au Tu sais qu'un documentaire est sorti justement. Bon, tu as décidé que je ne ferai pas mon scénario type de l'enlèvement, toi. En gros, c'est ça. Hein, non, tu me dis, hein, c'est. Tu n'hésites pas à me dire. Peut-être un petit truc, parce qu'elle a dit Thibaut, tu diriges. Hein. Si je dois rajouter un truc, mais bon. Je suis désolé. Non, mais vas-y, Pascal, là, maintenant. Non, je disais juste, parce que c'est vrai que les auditeurs ne le savent peut-être pas, qu'un film de Randall Nicholson est sorti, justement, puisqu'il a interviewé ses enfants qui étaient dans la vidéo en 1994, et il les a interviewés dans les années 2010 pour en faire un documentaire, et je rêve qu'il paraisse un jour en France. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Et moi, c'est un documentaire que je rêve de voir. Voilà. Et je me tais, je te promets, je n'interviens plus. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est un cas qui est très important, même si là, on ne parle pas d'enlèvement. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment quand même une rencontre, un contact avec, si on se réfère au contenu de ce que disent les enfants, des images mentales, un contenu apocalyptique. Enfin, c'est quand même assez gratiné et ça renvoie à des choses qui sont très, 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 très anciennes. On va en parler tout à l'heure. Hein. Alors, en tout cas, sur le scénario type, très vite, pour faire vite, c'est un phénomène nocturne. Hein. Souvent, le sujet dort et dans son lit, hein, l'expérienceur d'abduction, il va ressentir très souvent une présence dans la maison, dans sa chambre. Il va entendre des bruits. C'est quelque chose qui est assez traumatisant, hein, il faut bien le dire. Hein, quand on lit je veux dire, là, je vous ai amené pour vous montrer un bouquin, un des rares bouquins de Bud Hopkins qui a été traduit en langue française aux éditions du Rocher. C'est un bouquin qui a vraiment des côtés assez terrifiants. Hein. Quand on le lit, les récits d'expérienceurs sont vraiment extrêmement, extrêmement stressants. Il peut apparaître une lumière diffuse qui remplisse la chambre. On a très souvent une paralysie du témoin qui renvoie à des phénomènes de paralysie du sommeil qui sont bien connus. Hein. Le témoin ne peut plus bouger, ne peut plus crier, il est souvent terrifié. Le compagnon qui peut se trouver à côté dort aussi. Hein. Des êtres vont apparaître, vont interagir, ils vont communiquer par télépathie, souvent suggérant à la personne enlevée de se calmer. Et le sujet va se sentir d'ailleurs souvent apaisé. Les êtres vont le transporter par lévitation. Le corps va traverser la matière, il peut traverser la vitre, le mur. On a un très grand nombre de récits contactés comme ça, et entrer dans le vaisseau où là très souvent il est donc subi il subit des expérimentations médicales hein, concernant souvent les organes génitaux. Ça a été là aussi très très largement popularisé par les récits dans la littérature. Prélèvement de sperme, d'ovules, implants d'embryons hybrides. Donc là on en reparlera quand on parlera de David Jacobs. Hein. Et puis, à la fin de l'expérience, le sujet est ramené dans son lit, ses occupants repartent, l'abducté va retrouver ses mouvements. Le compagnon, souvent, ne s'est pas du tout réveillé pendant l'expérience, comme s'il avait été déconnecté. Et bien sûr, là, l'expérienceur va vivre une décharge émotionnelle, quelque chose de très, très fort, hein, comme ce que peuvent vivre par exemple, les expérienceurs d'expériences de mort imminente. Hein.
Alors, on peut aussi retrouver la littérature. Donc là, je renvoie aux ouvrages du docteur Lear qui ont été également publiés en langue française. Fait état de petits objets dans le corps qui évoquent des implants qui ont parfois été retrouvés. Et puis, alors il y a tout un tas de variantes. Il peut arriver que des sujets soient enlevés en plein jour. Alors qu'ils sont parfaitement réveillés, parfaitement lucides, qui sont pas du tout en phase de sommeil. Il peut y avoir des phénomènes de temps manquant, comme dans le fameux cas de Betty et Barney Hill, qui est un cas là aussi emblématique de l'histoire des abductions. Et puis, il peut y avoir aussi des amnésies partielles ou totales de l'événement. Beaucoup, c'est d'ailleurs très controversé, beaucoup de récits d'expérienceurs d'abductés ont été finalement soutirée par l'hypnose, laquelle est, comme vous le savez, extrêmement sujette à caution et, selon de très nombreux psychiatres, psychologues, serait aussi sujet à la création de faux souvenirs. Donc, d'où effectivement le caractère de controverse scientifique. Alors, juste quand même très très vite tu veux peut-être faire une pause, Pascal, et dire Je voulais justement indiquer que dans tout ce que tu dis, effectivement, il y a presque tous ces éléments dans l'aventure de Juan, en fait. Sauf que là, effectivement, il n'y a pas de notion d'implant. Tu l'as remplacé plus par une espèce de marquage, en fait, quelque part. Voilà, ouais, mais quelque part, ce marquage, c'est une forme d'implant. Alors après, à quoi il sert voilà, mais il va relier... comme une constellation, justement, il va relier tous ces personnages. Mais c'est vrai que je me suis amusé à reprendre tous ces grands thèmes de l'ufologie, que ce soit l'implant ou les séances d'hypnose régressive, ou tout ça. Je me suis amusé à en ponctuer mon récit. Oui. Dans la BD, il y a un personnage aussi qui a un peu un rôle de chaman, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. De révélateur. Alors, Thibaut, tu parlais tout à l'heure, effectivement, des conjoints qui ne se réveillent pas ou autres. Il y a eu des cas de témoignages, alors c'est toujours pareil, est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est joke ou est-ce que c'est fake, de témoins qui se sont réveillés, mais avec le pyjama de l'autre, par exemple. Alors, j'ai pas connaissance de ça. Bon, voilà, donc on se dit c'est tout moche, quoi. Enfin, grosso modo, le gars se réveille avec des habits qui n'étaient pas les leurs. Moi, j'ai déjà lu ça. Ouais, bon, alors voilà, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas un petit peu, voilà, j'admets que c'est pas assez, enfin, j'ai pas assez sourcé ça pour pouvoir l'étayer de façon vraiment constructive. Mais c'est vrai, voilà, Thibaut, tout ce que tu as dépeint en termes d'abduction, Serge s'en est nourri justement pour sa bande dessinée. Et ça, je trouve que ça ressort bien dans ce livre, effectivement. Oui, alors pour poursuivre, Pascal, très vite fait, puis achever sur ce petit introït sur le sujet. Bon, alors évidemment, le concept même de l'enlèvement existe depuis toujours. Il est très très ancien. Il appartient à une sorte de substrat culturel qui est vraiment très très large, puisque le thème de l'enlèvement, de l'hybridation, on le retrouve finalement dans à peu près toutes les cultures. Il y a des récits qui sont assez frappants de similitudes entre les abductions par des prétendus aliens, avec tous les récits qu'on peut trouver dans les récits folkloriques, notamment d'enlèvement par des fées, les unions entre les hommes et des démons ou d'autres entités au Moyen Âge, ou avec les djinns dans la culture musulmane, et puis également bien sûr dans tous les récits cosmologiques, mythologiques, on retrouve ça aussi, les unions entre les hommes, ou en tout cas des contacts entre les hommes et d'autres formes d'entités. C'est vraiment, il faut bien dire, quelque chose qui est indubitablement une réalité culturelle et psychique, et puis peut-être une réalité physique, même si ça, on l'a dit, je veux dire, voilà, c'est pas ici qu'on va résoudre la question. C'est une controverse scientifique. Il y a vraiment de vrais récits. Ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène qui a une grande densité. On a choisi de s'arrêter pendant qu'on préparait l'émission sur 3 personnalités qui sont assez majeures. Moi, je voudrais qu'on dise un mot quand même de Bud Hopkins. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vraiment un des premiers qui va vraiment. Un précurseur. Oui, c'est indubitablement. Voilà, un précurseur avant Mac, bien sûr. C'est un type très intéressant. Je
crois que c'est lui qui a influencé Mach. Enfin, c'est le travail d'Hopkins qui a fait que Mach s'est intéressé au phénomène, je crois. Alors c'est possible, en tout cas c'est sûr qu'il a dû commencer par les récits d'Hopkins parce que Hopkins c'est vraiment le premier qui va s'intéresser vraiment de manière systématique à ça. Alors Hopkins, c'est un monsieur qui est né en 1931 et qui est mort en 2011. Pas très longtemps. Qui est un peintre, qui est un spécialiste du design, qui est un artiste contemporain, hein, d'ailleurs, qui a été à ses côtés. Hein. Mais je veux dire, toute sa vie, son appétence pour le phénomène OVNI va finalement le pousser en dehors de la grande carrière autour des arts, hein, qu'il aurait pu tout à fait conduire. Et il va notamment, évidemment, se spécialiser sur les enlèvements extraterrestres, les présumés enlèvements extraterrestres, qui, il faut bien le dire, vont être au tout début de l'ufologie, jusque vraiment aux premiers travaux de gens comme Bud Hopkins à la fin des années 70 ou en début des années 80, qui vont être une partie assez controversée de l'ufologie. Les ufologues, en fait, ont toujours reçu ça, mais en font peu état. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à toute une série de récits, de contactés, y compris de certains créateurs de mouvements sectaires, hein, de sectes ufologiques, qui font exactement ce type de récit. Et ça dérangeait beaucoup les ufologues parce que, je veux dire, c'était une partie qui très clairement sentait un petit peu le soufre. Donc Hopkins, il va créer une fondation à Manhattan qui s'appelle la Intruders Foundation en 1989 pour justement soutenir les victimes présumées donc d'enlèvements extraterrestres, mener des enquêtes, promouvoir un petit peu la sensibilisation du public à ce phénomène. Hein. Donc c'est effectivement avec son film Intruders où il présente des personnages fictifs sur la base de travaux que là le travail de John Mack et de Bud Hopkins va être réuni puisque je veux dire ils ont travaillé ensemble sur ce projet. Hein. Alors il faut lire absolument, il faut trouver, hein, pareil dans les petites pépites qu'on trouve d'occasion. Il n'y a pas beaucoup de livres de Bud Hopkins qui ont été publiés en français, mais celui-là est vraiment très 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 intéressant. Là, c'est vraiment le récit de dizaines de témoins et puis vraiment du trauma, des cicatrices que peuvent laisser ces épisodes qui sont particulièrement dramatiques. Ouais. Voilà, traumatisant, et où le recours à l'hypnose est là aussi très 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 clairement présent. Hein, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, Bud Hopkins. Alors il faut se renseigner un petit peu sur lui parce qu'on n'a pas le temps là aujourd'hui d'y passer beaucoup de temps, mais c'est vraiment voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a contribué à faire connaître le phénomène des enlèvements et puis à commencer vraiment à investiguer, à travailler sur des cas, à travailler avec des psychiatres, des psychologues qui déjà effectuaient des tests psychologiques sur les abductés. Il a travaillé sur les comparaisons avec des expériences de viol. Il a travaillé sur la mémoire consciente de ses clients, de ses patients. Abductés, patients, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui aura compté. Donc voilà, il faut s'intéresser évidemment à Bud Hopkins. Et puis avec David Jacobs, dont on va parler, c'est aussi lui qui a conçu un sondage qui a été très célèbre, qui s'appelle le sondage Roper, qui a été conduit sur près de 6000 personnes. Et qui a été publié en 1991 et qui semblait indiquer, hein, c'est lui qui est à l'origine de ça, que des millions d'Américains étaient régulièrement touchés par ce phénomène des abductions, même si cet échantillon, ce sondage a été lui-même très très critiqué d'un point de vue statistique et scientifique. Hein, voilà. Jacobs effectivement est un petit peu il crée une controverse dans le milieu ufologique. Hein. Je sais que quand il est venu à Paris il n'y a pas si longtemps, il y a des personnes qui n'ont pas voulu venir parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec son point de vue, en tout cas avec son travail. Donc voilà. Alors justement, Camille montrait le livre traduit en français par Christelle, par les éditions Atlante. Il marche parmi nous. Il n'est pas très vieux celui-là, il a 2 ou 3 ans max. Voilà, donc ça c'est un livre.
Oh, pas beaucoup plus, je pense. Ça, c'est le David Jacobs, donc traduit, voilà, qui permet de connaître le gros de son travail et de sa philosophie par rapport au phénomène des abductions, effectivement. Lui, oui, alors Jacobs, on peut en parler, hein, parce que c'est un grand nom aussi. Alors, il faut savoir que c'est un historien américain, c'est un professeur agrégé d'histoire à la Temple University, hein, David Jacobs, qui est aujourd'hui retraité, hein, et qui est vraiment qui a publié sa thèse, hein, sur la controverse ufologique aux États-Unis, hein, une thèse qui a été publiée en 1975 aux États-Unis. Et puis, c'est quelqu'un là maintenant qui a depuis quelques années très très axé ses recherches, hein, sur le rôle des expériences anormales dans la vie personnelle et culturelle des gens. Hein. Donc c'est quelqu'un. Il va quand même assez loin dans oui, et puis il est allé de plus en plus loin. En fait, il a écrit 5 livres sur le thème des ovnis et des enlèvements extraterrestres présumés. Il a soutenu publiquement que les preuves de ses recherches obtenues souvent par la régression hypnotique avec des personnes prétendument enlevées et puis des techniques plus traditionnelles d'interview, accréditer l'idée que des hybrides, hein, extraterrestres humains étaient engagés dans un programme secret d'infiltration dans la société humaine, avec peut-être au final l'idée de prendre le contrôle sur la dite société. Hein. Et il affirme que certains de ces sujets de recherche enseigne à ces hybrides comment se fondent dans la société humaine afin qu'ils ne puissent pas être différenciés des humains. Il parle d'un nombre très précis de nombre de races extraterrestres qui seraient parmi nous. Alors bon, voilà, c'est un livre qui du coup a été extrêmement controversé. Voilà. Bon. Serge, vous connaissez un petit peu tu connais un petit peu le travail de Jacobs ou pas plus que ça? Non. Voilà. C'est vrai que c'est pas l'auteur le plus connu, hein, en France. Hein. Oui, non, j'ai lu John Mack, Bud Hopkins. C'est vrai que je suis beaucoup plus sensible à ce type d'approche que l'approche de David Jacobs. Bon, voilà, ça me parle moins, ça m'inspire moins pour mes histoires. Du coup, voilà, j'ai mis de côté, j'ai forcément entendu parler de lui, mais voilà quoi. Lui, il les cache, quoi. Voilà, lui, il dit les choses là où toi, tu les moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien suggérer, j'aime bien esquisser certaines pistes. Essayer de rester le plus possible dans la poésie, dans le non-dit, dans l'image. C'est pour ça que j'ai amené une toile impressionniste dans mon histoire. Impression soleil levant de Monet. Et pour moi, ça résume vraiment ce qu'est l'ufologie pour moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de quelque chose. On a finalement quoi? On a des tâches qui vont composer une image. Notre cerveau est suffisamment docile pour recomposer cette image et nous envoyer un message comme quoi, oui, ce que tu es en train de voir, c'est un soleil qui se lève sur un port, mais finalement, non, ce sont que des tâches. Et voilà, c'est plus de cette façon-là que j'ai envie d'aborder cette problématique OVNI. Et c'est justement de cette façon-là qu'on arrive à la caverne de Platon, finalement. C'est vrai. Parce que ce n'est qu'une impression qu'on a, et est-ce que la réalité n'est pas ailleurs? Ouais, ou voilà, est-ce qu'on n'est pas câblé tout simplement pour la comprendre? Ouais. Alors, Thibaut, justement, tu montrais le livre de John Mack, Dossier extraterrestre. Ouais. Bon, alors je sais que tu lis beaucoup, hein, mais on va être honnête, Dossier extraterrestre, il est quand même pas évident à lire, on va dire. Il n'est pas simple. Il faut quand même aller le chercher. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une grosse somme, hein, donc c'est vraiment c'est la somme de son travail sur l'étude des récits d'enlèvement par les extraterrestres. Ce qui est intéressant avec John Mack, Serge disait qu'il adhérait peut-être un petit peu plus à cette version un peu plus prudente, un peu plus scientifique.
c'est que John Mack, bon là aussi, c'était un psychiatre, professeur à la Harvard Medical School, donc c'est vraiment quelqu'un de tout à fait sérieux, tout à fait savant. Et c'est quelqu'un qui, même en ayant plongé la tête, les deux pieds et puis tout le reste dans cette étude-là, est toujours resté prudent. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il prenait ses cas au sérieux, qui n'avait pas de manière d'en rendre compte. Il a surtout indiqué que selon lui, il y avait un puissant phénomène, incontestable, dense, dont il n'arrivait pas à rendre compte d'une autre manière, qui était mystérieux, qui appelait à une enquête plus profonde, à une enquête universitaire qu'il a conduite, lui. Alors on sait que ça lui a coûté très très cher, puisqu'il a été très très en difficulté d'un point de vue académique à la Harvard Faculty of Medicine. Alors qu'il menait un travail scientifique, ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, il a fait son taf. Alors qu'il menait un travail scientifique et qu'il le menait vraiment dans un esprit agnostique, sans chercher à affirmer quelque chose, mais selon lui, il y avait un vrai traumatisme. Il y avait derrière le phénomène des abductions, en tout cas sur un nombre important de cas, un vrai trauma, une vraie expérience ayant changé les témoins, quelque chose qui ne pouvait pas, selon lui, se réduire à une hallucination, à un rêve ou à quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, là, dans le courant des années 90, apporte un crédit fort à cette question des enlèvements. Mais encore une fois, il faut le dire, surtout aux États-Unis. J'allais dire dans le monde anglo-saxon, mais c'est même pas nécessairement la même chose en Angleterre. C'est vraiment aux États-Unis que là, il y a un phénomène de société. En France, on en parle un petit peu plus depuis notamment que le CERO France intervient dans ce débat, mais on en parle assez peu. Il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les témoins. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vous admets que moi, voilà, ce phénomène, vous connaissez mon point de vue là-dessus, il faut y aller mollo, il faut quand même des compétences médicales, psychiatriques. Voilà, moi, je trouve que les ufologues qui vont les pieds en avant sur des gens qui se disent victimes, c'est pas bon parce que quand on n'a pas les compétences nécessaires, on peut faire plus de mal que de bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pu un moment dire que, mais bon, voilà. En dehors du côté ufologique et oui, c'est très très intéressant. Il y a plein de choses peut-être à découvrir de par l'étude des abductions, mais faut pas oublier que c'est des gens en fait qui ont vécu ça et il y a un accompagnement spécifique qui doit être fait parce que oui, la plupart ne s'en sortent pas indemnes. Il y a un choc psychologique qui est plus ou moins important selon les personnes et du coup on fait pas n'importe quoi et effectivement ces personnes-là doivent être accompagnées. C'est le travail aussi que fait le CERO. Alors Serge, par contre, je vous ai pas posé la question. Putain, je vais y arriver à tout tutoyer, c'est dingue ça quand même. Serge, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que justement tu as rencontré des gens qui disent victimes d'abduction ou pas? Est-ce que tu as voulu te nourrir de témoignages que tu aurais pu recueillir toi-même? Non, j'en parle un peu, mais c'est pas simple de parler de tous ces sujets. Ouais. Du coup, bon, quand j'aborde ça, c'est un petit peu toujours avec les mêmes amis et voilà. Non, je n'ai pas d'abductés dans mes connaissances. Des gens qui ont été témoins de choses un petit peu paranormales, oui, mais je pense que c'est déclaré, voilà. Ouais. Peut-être des gens qui pensent avoir vécu des choses et qui le disent pas, ça c'est possible aussi. Ouais, Et c'est peut-être justement, comme disait Thibaut, que dans les pays anglo-saxons, on se lâche un peu plus, ou en tout cas, on a un peu plus de facilité à le dire qu'en France. Voilà. Mais c'est un peu comme les sorties de corps, d'ailleurs. C'est comme les expériences de mort imminente ou autres. Voilà, le dire, ça reste compliqué. Thibaut, on a abordé, parce qu'on est à 53 minutes d'émission, on a abordé donc ces trois personnalités fortes, effectivement, qui eux sont des vrais chercheurs. Donc Hopkins, Camille se marre parce que ce qu'on avait dit avant l'émission, c'est complètement explosé. Donc on a abordé Hopkins, Mack et Jacobs, qui eux sont des chercheurs, ils sont pas des romanciers. Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on passe justement au côté culture, un peu plus cinéma, roman. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Ouais, très très vite, il faut effectivement dire quelque chose. Alors juste avant, quand même, juste dire très très vite, il y a aussi quand même Enquête sur les enlèvements extraterrestres qui se trouve à l'Aventure secrète par Marie-Thérèse de Brosse. Je voulais en dire un mot parce que c'est tu as raison. C'est une vraie très très chouette enquête journalistique
comme c'est le faire Marie-Thérèse de Brosse, voilà, sur ce sujet-là qu'elle connaît très bien, puisque c'est une grande spécialiste de la question OVNI. Donc je voulais quand même c'est peut-être la meilleure connaisseuse du dossier, quoi. Hein. Puis elle est aux États-Unis, journaliste au Paris Match. Enfin voilà, là c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, quoi. Hein, voilà, on peut lire. Exactement. On peut y aller. Alors, si tu veux bien, Pascal, très vite, alors, il faut évidemment, hein, on n'a pas besoin de dire que la figure de l'extraterrestre, elle est extrêmement présente dans la littérature de science-fiction, évidemment, dans la culture SF, série, cinéma, évidemment. Mais la question des abductions, elle n'est pas si présente que ça dans la littérature. C'est vrai. Pas tant que ça. Alors, on peut citer un bouquin de Bernard Werber qui s'appelle Nos amis les humains, voilà. Donc c'est un assez chouette bouquin, c'est toujours dans le ton des Bernard Werber, donc ça se lit bien, c'est assez léger. En fait, c'est tout simplement des extraterrestres qui vont kidnapper 2 terriens, un mâle et une femelle, Raoul et Samantha, pour les étudier tranquillement dans une cage à humains, se poser la question, sont-ils intelligents, sont-ils dangereux, est-ce qu'ils sont comestibles, est-ce qu'on peut en faire l'élevage, est-ce qu'on peut les apprivoiser, est-ce qu'on doit les traiter comme des égaux. Et ils espèrent même assister à une reproduction en captivité. Le problème, c'est que Raoul, c'est un scientifique qui est assez misanthrope. Samantha, c'est une dompteuse de tigres qui est assez romantique. Et donc, les 2 cobayes n'ont pas, a priori, extrêmement d'acquaintance entre eux. Ça matche pas. Voilà. C'est une perspective différente, mais là, on est en plein quand même dans le récit un petit peu fantaisiste, vous l'avez compris, d'une abduction. Et puis quelque chose qui se rapprocherait un petit peu plus de ce qu'a fait Serge avec Constellation, c'est par Hervé Gagnon, un bouquin qui s'appelle Spécimen. Donc là, c'est l'histoire d'un personnage qui, avec sa famille, regagne son chalet au Lacron, qui est un endroit tout à fait tranquille, sauf que là, il va s'est passé des choses inquiétantes, des rêves angoissants vont assaillir Félix, des êtres étranges rôdent dans la forêt, des gens disparaissent, et puis, bien évidemment, ils vont s'apercevoir que, évidemment, vous l'avez compris, il y a une présence alien dans leur proche entourage. Donc là, c'est vraiment un récit plutôt en mode thriller, hein, pour les amateurs de sensations fortes et puis de créatures bizarres. Et puis, alors, sur le cinéma, là, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire parce que je sais, on en a discuté pendant qu'on préparait l'émission, vous avez évidemment des références. Thibaut, juste, alors, est-ce que la littérature l'aborde pas beaucoup parce qu'en fait, c'est difficile à écrire? Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est peut-être plus facile à dessiner ou à filmer qu'à écrire l'abduction? Alors, si on pense l'abduction façon Jacobs, et ceux qui s'en rapprochent, c'est-à-dire comme finalement les stigmates il faut bien le dire, hein, d'une invasion de la planète Terre, une invasion subtile. Donc là, on est en mode l'invasion des profanateurs, Invasion of the Body Snatchers, quoi, ou ils sont parmi nous, quoi. Ils sont parmi nous, ils sont déjà parmi nous, ils nous envahissent progressivement. Ou Invasion Los Angeles, l'excellent Invasion Los Angeles de Carpenter, où le protagoniste ne peut voir les extraterrestres que s'il chausse une paire de lunettes qui est bien particulière. Donc là, si on est là-dedans, c'est une expérience finalement assez désagréable, mais ça fonctionne parce que là, il y a vraiment le méchant extraterrestre qui attaque, qui envahit la planète. Donc ça, on sait bien que ça a été même le fond de commerce du cinéma hollywoodien, notamment pendant la période de la guerre froide, où c'était une parfaite allégorie finalement de l'ennemi communiste. Hein. Donc c'est là que les extraterrestres se sont mis peu à peu à ressembler aux humains. Hein. Mais si on est dans vraiment ce que décrit Bud Hopkins ou John Mack, on est dans quelque chose qui finalement est assez philosophique, qui est une expérience mystique, qui est une expérience humaine, sensible, très très forte, qui est peut-être pas extrêmement télégénique. C'est peut-être plus avec les armes de la poésie ou avec les
avec les feutres et les stylos de Serge qu'on peut rendre compte de ce type de choses. Autrement, moi, avant, quand on a préparé l'émission, je vous parlais de Pique-Nique à Hanging Rock. Oui, pour moi, c'est un livre, c'est aussi un film, et c'est pour moi vraiment une représentation poétique de l'abduction. Si on veut résumer un petit peu l'histoire, ça se passe en Australie, début XXe siècle, une école de jeunes filles. Elles partent pour un pique-nique à Hanging Rock. Alors, c'est un site un petit peu mystique dans la campagne. C'est une montagne un peu curieuse et elles vont là-bas avec leur classe. Elles font un pique-nique et au moment de la sieste, il y en a 3-4 qui décident de partir explorer. Et finalement, elles vont disparaître. Et on va en retrouver qu'une qui sera complètement amnésique. Et c'est vrai, quand on se laisse happer par ce film, il y a énormément de poésie, de mystère. On n'apprend rien, on ne sait rien. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il n'y a pas de tome 2. Mais ça fonctionne super bien. Hein. C'est une histoire qui est absolument géniale et qui est pour moi vraiment une très belle histoire d'abduction. On ne sait pas où elles sont, ces filles, et celle qui revient n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment du mystère là-dessous. En fait, on parle d'une époque où le mot abduction n'existait pas, donc voilà, enfin, tout simplement, l'extraterrestre n'est pas présent, mais enfin la disparition, en tout cas l'événement est là, quoi, effectivement. Et je crois que c'est tiré sur des récits. Après, sur des récits un petit peu plus ufologiques, on a évidemment, on parlait de Taken de Spielberg. Alors là, on est complètement dans la mythologie US-américaine. Donc ça va nous parler de Roswell. On suit des familles, différentes familles sur plusieurs générations, et notamment des familles de personnes qui sont enlevées, d'abductées, de père en fils d'ailleurs souvent. Donc là, on est vraiment dans une série beaucoup plus ufologique au niveau de ces codes Taken, puisque là, ça renvoie vraiment à la fois à la grande histoire avec un grand H de l'ufologie, de la dissimulation, du cover-up américain, puisqu'on suit y compris la famille qui est chargée au sein de l'armée américaine finalement d'assurer le secret sur la question OVNI. Et puis, on suit des familles d'abductés qui sont petit à petit préparées à l'arrivée d'une petite fille. Alors, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est une série qui était assez particulière, qui a déjà, je crois, une bonne dizaine d'années, à mon avis, au moins. Hein. Mais qui avait vraiment cette particularité de revenir à des racines très, très ufologiques, comme finalement avec le projet Blue Book. Hein. Donc, ça fait partie de ces rares séries qui sont très, très, très ufologiques. Et puis, je voulais citer aussi, autour d'un cas qui est très, très, très emblématique, un film qui s'appelle Fire in the Sky, qui est tout simplement, en fait, le récit de l'abduction d'un certain Travis Walton. Donc, le cas de Travis Walton, il est très, très connu. Hein. C'est un bûcheron qui va être plus ou moins sous les yeux de ses camarades abducté et qui va finir par être retrouvé dans un état un petit peu hagard. On rappelle que c'est une histoire vraie. Hein. Le récit de on rappelle que c'est une histoire vraie. Voilà, et que Travis Walton, Travis Walton a passé, même avec succès, un petit peu comme dans Pascagoula, les tests au polygraphe, ne s'est jamais dédié, n'est jamais revenu sur son témoignage. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'ensemble de ses camarades témoignent quand même d'une rencontre avec un ovni, de lumière dans le ciel, de faisceaux lumineux qui frappent le sol. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui a été très, très, très documenté, parce que le cas de Travis Walton, qui est à peu près, je crois, de mémoire 75, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est ça, oui. C'est milieu des années 70, hein, je crois que c'est 75, qui est vraiment un cas assez
assez emblématique aussi. Il y a deux versions de Fire in the Sky. Hein. Il y a celle des années 80, et puis on en a fait une nouvelle, je crois que c'est année 2000, où la scène de l'enlèvement est absolument mythique. C'est considéré comme une des scènes les plus angoissantes des films ufologiques, où Walton se fait mettre une espèce de voile. Je ne sais pas si tu connais cette scène ou pas. Tu l'as peut-être. Non, ça me parle pas. Moi, j'ai bien en tête le Fire in the Sky des années 70, mais je suis pas sûr d'avoir vu celui que tu évoques. Il y a cette scène mythique où justement Walton se fait mettre. Alors, c'est très très loin de la description de Walton, hein, mais où il se fait mettre une espèce de revêtement. Enfin, c'est absolument flippant. Encore. Là, il est vraiment traité comme du bétail et absolument pas considéré par les entités qui semblent vouloir lui faire des tests médicaux. Mais les deux sont réussis, je trouve. Celui-là est très réussi, je trouve aussi. Mais je pense il faut noter qu'on est sur un récit avec Walton qui est proche de celui de Pascagoula. Moi, je voulais dire, effectivement, autant il faut être prudent avec les annonces apocalyptiques de Jacobs sur l'infiltration de la Terre par l'hybridation extraterrestre terrien, autant il y a vraiment des cas, et tu connais moi ma prudence naturelle, mon agnosticisme en la matière. Et d'ailleurs, moi, le sujet des abductions me laisse perplexe. Il y a aussi de vrais arguments qui tendent à réduire le phénomène à quelque chose qui pourrait être d'ordre psychologique, qui pourrait ressortir de la psyché. Donc, moi, vraiment très très clairement, mon opinion est pas faite là-dessus. Mais il y a aussi des cas où les abductions sont assorties de témoignages d'autres personnes qui assistent, en tout cas, à des observations d'OVNI, qui sont totalement concomitantes à l'enlèvement. Donc là, ça donne un petit relief particulier au récit par la suite, même s'il faut bien le dire, et c'est surtout là où le bas blesse, on n'a pas véritablement de preuves physiques et matérielles, hormis peut-être les fameux implants qu'a beaucoup travaillé le docteur Lear aux États-Unis, mais sans arriver à déterminer. La recherche s'est arrêtée après ça. Sans arriver à déterminer, en tout cas, que les 10 implants avaient une origine profondément exotique ou n'avaient pas pu se trouver dans le corps des abductés par un autre biais. Hein, on n'a pas pu déterminer quoi que ce soit. Mais, je veux dire, c'est une vraie anomalie scientifique, c'est une vraie controverse scientifique. Et sans doute, encore une fois, qu'à l'image du phénomène OVNI, c'est quelque chose c'est sans doute une forme d'expérience qui est à mi-chemin entre notre plan de réalité et peut-être effectivement d'autres plans de réalité, d'autres formes d'espace-temps. C'est sans doute ça qui rend si peu tangible ces expériences, mais c'est un sujet passionnant qu'il ne faut pas rejeter d'emblée et qui nécessite qu'on s'y intéresse. Voilà. Comme disait Michio Kaku, je crois que Luc a raison, Michio Kaku, le célèbre astrophysicien américain, il disait, il dit souvent, la prochaine fois que vous vous faites embarquer, soyez sympa, voler quelque chose, quoi. Une puce, un truc, une banane, ce que vous voulez, mais voler un truc, qu'on puisse quand même, voilà. Et ça, je trouve ça super. Ramener une preuve. Voilà, lui il dit carrément, voler un truc, quoi. Ce que vous voulez, choper un truc, et puis revenez avec, comme ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'adore Michio Kaku, donc je trouve que c'est très, très intelligent. Et puis, c'est pas complètement idiot, en plus. C'est vrai que personne n'a jamais réussi à ramener quelque chose de ces voyages. Donc, mais maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas de la métaphysique? Est-ce que c'est tout simplement pas possible? Enfin, voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce phénomène, effectivement. On a encore quelques films avant le questionnaire de Thibaut, où on avait encore quelques. Oui, je crois. Non, moi, je pense que c'est. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, c'est fini. Alors moi, je voulais parler de Dark Sky, évoquer Dark Sky. Dark Sky, oui, forcément. Dark Sky, qui est un film. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de Dark Sky. Hein, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la fin. Ouais, c'est un excellent film. Ouais, ça c'est vraiment très bon. Bon, c'est un peu flippant quand même, mais c'est bon, quoi. C'est bien fait. Et puis je voudrais rappeler quand même que un des blockbusters de Marvel, c'est Gardien de la Galaxie. Je rappelle quand même que Gardien de la Galaxie, ça part de quoi au départ? Star-Lord, il se fait abducter. Et oui, quand il est petit, quand sa maman meurt, il se fait embarquer par les extraterrestres. Mais on saura après que c'est son papa qui le cherche. Enfin voilà, je vais pas raconter les Gardiens de la Galaxie, mais c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Non, pardon. Alors ça, je vais laisser Serge en parler parce que moi, je l'ai pas vu, Midnight Special. Oui, alors c'est
Alors, c'est un film qui ne parle pas d'abduction. Ouais. Mais c'est un film assez curieux qui est pas le meilleur film de ce réalisateur là de Nichols, mais il est curieux et il est intéressant parce qu'il amène quelques pistes de réflexion sur l'allégorie de la caverne de Platon. Et ça, c'est vraiment à la fin du film. Donc, je vais pas la raconter parce que ce serait un peu spoiler l'histoire. Mais en gros, là, on est avec un papa qui est en fuite avec son fils. Son fils a des pouvoirs particuliers et son fils était retenu par une secte millénariste un peu allumée. Et il se retrouve donc poursuivi par la secte, poursuivi par le FBI. Et tout le monde veut récupérer ce gamin qui a donc des facultés psy très très particulières. Et la fin que je ne vais pas raconter ouvre justement sur une réflexion qui est intéressante. En tout cas, moi, ça m'a inspiré pour mon album. Ouais. Voilà. Faut que je le vois. Puis en plus, c'est un acteur que j'adore. C'est Adam Driver, justement, que on vient de voir l'image. On vient de le voir. Et ce qui est très marrant avec cet acteur, c'est que il va avoir un rôle qui, moi, m'a fait penser au rôle de Truffaut dans Rencontre du troisième type. Alors, il a un nom français comme Truffaut, je crois, s'appelle Lacombe dans Rencontre du troisième type. Là, j'ai oublié son nom, mais il a un nom français. Il est un petit peu en décalage par rapport aux gars du FBI qui sont très carrés, très musclés. Lui, c'est un peu un rêveur. Et il va avoir un rôle particulier dans l'histoire. Donc, voilà, ça, c'est un atout du film. Et puis Michael Shannon, qui incarne le père du gamin, est génial, quoi, du début à la fin. Adam Driver, Kish Loren. Non, c'est quoi son nom de site? Pas Kish Loren, c'est Kish je sais plus quoi. Donc, non, moi je l'appelle Kish Loren. Je n'aime pas Star Wars. Je suis désolé, je vais me faire huer. Midnight Special. Ouais, Midnight Express, c'est autre chose. Midnight Special, ça fait partie des. Tu l'as vu, Thibaut, toi, ce film ou pas? Eh ben non, j'étais juste en train d'écouter et de me dire, il faut que je vois ça. Voilà. Eh ben voilà, on n'est pas venu pour rien et on a des films et des livres à lire maintenant, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Enfin, le tour. Ben écoute, moi de ce que je dis en réserve, oui. Voilà, est-ce qu'on a dit ce qu'on avait dit qu'on disait aujourd'hui? Alors maintenant, on va finir l'émission, on va finir l'Ufostrophe avec ce qui va devenir classique, c'est le questionnaire. Non, comment s'appelle-t-il, Thibaut? Ce questionnaire a un nom particulier. C'est le questionnaire de Marcel Proust, tout simplement. Voilà. C'était, alors, nous sommes le apostrophe de l'ufologie, donc on termine sur le questionnaire de Proust, comme Bernard Pivot terminait avec son invité sur le questionnaire de Proust pour connaître. Hein. On est D'ailleurs, je suis même pas sûr. Ouais, pour être très honnête, je suis même pas sûr que c'était dans. Je pense que c'était plus dans Bouillon de culture qu'il y avait le questionnaire de Marcel Proust. Et pas dans l'apostrophe. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est ufostrophe. Voilà. Donc, si tu es prêt, Serge, on attaque parce que c'est un vrai questionnaire, par contre, qui, je pense, peut amener à mieux connaître nos invités. Moi, je trouve que c'est très bien de terminer là-dessus. Donc, je vais te demander, Serge, de répondre sans trop réfléchir. Il faut que tu répondes quand même assez spontanément aux questions qu'on va te poser. Et on te souhaite bon courage. Et je te souhaite bon courage. Voilà. Le principal trait de ton caractère? Curiosité. La qualité que tu préfères chez un homme? L'honnêteté. La qualité que tu préfères chez une femme? L'honnêteté aussi. J'allais dire, tu es obligé de répondre ça, parce que sinon. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? C'est dur. C'est dur. La gentillesse, peut-être. Ton principal défaut? Je suis un peu lent. Ton occupation préférée? J'aime bien faire du vélo.
Ton rêve de bonheur. Une maison à Fort-Calquier. Quel serait ton plus grand malheur? Une maison à Fort-Calquier? Ne pas avoir de maison à Fort-Calquier. Ne pas avoir de maison à Fort-Calquier. Ce que tu voudrais être. J'ai pas vraiment de. Je suis pas envieux de quelqu'un ou non. Je suis content d'être moi-même. Le pays où tu désirerais vivre. Ah mais moi je suis casanier, hein, je suis bien là. Par contre, il y a des endroits où Bah, ça- j'aimerais bien aller. J'aimerais bien aller sur l'île de Pâques, par exemple. La couleur que tu préfères. Alors c'est une non-couleur et c'est le noir. La fleur que tu aimes. Ouf, je suis pas très doué en fleurs. La rose? Non, j'aime pas la rose. Je suis pas très calé en fleurs, hein, donc y a rien qui me vient comme ça. Il n'y en a pas une qui vient spontanément. L'oiseau que tu préfères. Encore plus compliqué. Ah ouais. Alors, on va dire la buse. Tes auteurs favoris en prose. Ton auteur favori ou tes auteurs favoris en prose. Mes auteurs favoris, j'ai pas compris, excuse-moi. En prose. C'est-à-dire pas de la poésie, pas du théâtre. Du Oui, roman, oui, oui, essentiellement. Du roman ou de oui, la oui, nouvelle. oui, oui. Bah écoute, moi j'aime beaucoup. En ce moment, je lis beaucoup de Murakami, Haruki Murakami. Et voilà, autrement. Et en ce moment, je lis le dernier Damasio que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon. Alain Damasio, ouais, excellent. Ton poète préféré. Ah, Baudelaire, Ton héros de fiction favori. Kyle MacLachlan, Dale Cooper dans Twin Peaks. Ah, ah ouais, ok, super. Ton héroïne favorite dans la fiction. Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est Scully, mais bon, voilà, je te dis ça, mais ça vient comme ça, quoi. Un compositeur préféré. Un musicien, un compositeur préféré. Il y en a tellement. Je vais te dire Phil Lynott, qui était le bassiste, compositeur et chanteur d'un groupe irlandais qui s'appelait Thin Lizzy, qui était un groupe qui faisait un peu de hard rock, on va dire, même si c'était pas réellement du hard rock, dans les années 70, et il mélangeait ça avec le folklore irlandais, et et ça reste pour moi vraiment un grand monsieur. Ouais. Un peintre favori ou une Ben, peintre favorite. je vais dire Monet pour être raccord avec mon histoire, vu que j'utilise une toile de Monet. Un héros dans la vie réelle. Moi, je suis assez fasciné par les héros ordinaires et je sais que les gamins qui traversent les Alpes, qui traversent la Méditerranée sur des matelas pneumatiques pour essayer d'avoir une vie à peu près normale et qui se retrouvent rejetés un peu partout, ouais, c'est des héros, ces gamins. Ton insulte ou juron préféré. Putain. Ce que tu détestes par-dessus tout. Ah, tellement de choses.
La bêtise. Un personnage historique que tu méprises particulièrement. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Il y a l'embarras du choix. Ouais, il y a l'embarras du choix. Mais en ce moment, je trouve qu'ils se tirent la bourre un petit peu, nos personnages historiques. Et ouais. Non, mais je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Un fait militaire que tu estimes particulièrement. Une victoire, une bataille ou quelque chose comme ça. Ah, je ne suis pas branché du tout par ça. Alors, c'est terrible ce que tu me demandes là. Ça peut être la libération des camps d'extermination nazis, ça peut être. Oui. Ah oui, on n'est pas effectivement là. Ça peut être plein de choses. Ouais. On n'est plus du tout dans le fait militaire pour moi, ouais. Mais effectivement, ouais, je pense que ceux qui sont allés libérer les camps, ça devait être terrifiant et effectivement, ouais. La réforme que tu estimes le plus. Ah, il est dur, hein, le questionnaire de Proust. Ah ouais, c'est super dur. Hein. Oh. Bon, là, il y a quand même l'embarras du choix, là aussi. On me souffle dans l'oreillette la réforme des retraites. Non, mais j'en sais rien. Quelle horreur, je sais pas, écoute. Ça peut être l'abolition de la peine de mort, ça peut être l'abolition de l'esclavage, ça peut être plein de choses. Ouais. Mais là, le don de la nature que tu voudrais. Pardon, le don de la nature que tu voudrais avoir. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Moi, j'aimerais bien pouvoir voler. Mais de façon très furtive, tu vois. Donc, ça reste à inventer, mais... Ou peut-être sortir de ton corps, comme Nicolas Fraisse. Exactement, mais je pense que c'est lui, il a trouvé le bon moyen. Ouais. Comment tu aimerais mourir? Oh putain. Dans mon sommeil. Hein. Ton état d'esprit actuel. Bah là, je suis un peu stressé par tes questions. Et puis, la faute. Non, je t'en prie, termine. Ah, non, et puis par moment, le son coupe et ce qui fait que je ne suis pas sûr de comprendre exactement tes questions. Du coup, ça me stresse encore. N'hésite pas à me redemander si tu n'entends pas. La faute ou les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Oh. Il y a mon oreillette qui me souffle un truc, mais je ne l'entends pas. Ah oui. Les tourderies, oui, c'est vrai que c'est bien. Et pour finir, si tu devais avoir une devise. Ben, ma devise, ce serait d'essayer de prendre ça à la légère, malgré tout. Ce que tu dis me fait penser, il y a eu très longtemps un doyen de l'humanité qui est un japonais qui s'appelait Shizeko Izumi, qui avait à peu près 120 ans. Et quand on lui demandait son secret, il disait ne pas s'en faire. Voilà. Donc alors, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. J'essaye d'avoir cette devise, mais effectivement, c'est pas évident. Eh ben c'est fini, Serge. Bravo, tu t'en es sorti très bien. Bon, ouais, je ne sais pas si je m'en suis sorti, mais bon, c'est passé. Si, tu t'en es très bien sorti. Et c'est pas évident. C'est vrai que le questionnaire de Proust à froid, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est quand c'est à froid, justement. Quand on a eu le temps de le préparer, c'est pas la même chose. Bon, les gars, si le secret de la longévité, c'est de pas s'en faire, je vais mourir jeune, moi, je vous le dis. Non, mais il y a un proverbe chinois qui dit si un problème a une solution, pourquoi s'en faire?
Et si un problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire puisqu'il n'y a pas de solution de toute façon? Bon, Serge, c'est un exercice difficile hein, pour l'avoir fait. C'est vrai que c'est un exercice très compliqué. Et en plus, ce que je disais à Thibaut, c'est que le son était haché au départ. Et honnêtement, une des premières questions qu'il m'a posées, j'entendais le début du mot et pas la suite. Et du coup, j'ai un petit peu bugué, quoi. Mais bon, après, ça allait mieux. C'est bien, ça permet effectivement de se connaître un petit peu mieux aussi. Bah écoutez, je crois, ça va, on avait dit qu'on faisait 1 heure, on a fait 1h30, ça va, on est dans les clous, quoi. C'est bien. Mais bon, oui, non, mais ça va. Moi, je pense que quand on dit 1 heure, dans nos têtes, c'est 1h30 en vrai. Non, mais c'est l'avantage de ces émissions, c'est que justement on a le temps de discuter, voilà. C'est entre nous, on n'a pas de problème de pub, de machin, de bidule, de format, donc c'est chouette. Thibaut, je voudrais te remercier pour ce nouvel Ufostrophe. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. Merci beaucoup pour ta culture, pour les pistes que tu as explorées. Je pense que les gens qui connaissaient mal l'abduction, parce que le but, c'est aussi que des gens qui connaissent pas bien l'ufologie regardent cette émission. Pour les gens qui connaissaient pas bien l'abduction, je pense que maintenant, ils ont une vision beaucoup plus claire des choses. Serge, un grand merci, d'une part, de nous avoir fait découvrir ton travail et puis de nous avoir d'avoir accepté notre invitation pour qu'on puisse en parler ensemble. Alors je le redis, Constellation, c'est un beau livre, un beau travail, une belle symbolique à travers les images que tu as dessinées. Donc bien sûr, je vous le conseille. Lecture pour cet été, voilà, et on peut le trouver partout, donc pas de difficulté. Serge, je vais peut-être te laisser le mot de la fin d'ailleurs. Ouais, écoute, moi je ne peux que te remercier toute l'équipe. C'était super sympa de m'accueillir. C'était un petit peu un exercice un peu compliqué pour moi. Hein. Je t'avoue que là, j'ai pas l'habitude de passer comme ça sur le gris et de répondre à des questions. Mais bon, c'est marrant, c'est sympa. Tu t'en es très bien sorti. C'était très agréable de passer 7h30 avec toi. C'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas vu le temps passer, donc voilà, mais c'est bien parce que nous, ça que c'est un plaisir de découvrir un travail, puis de découvrir justement derrière l'homme, l'auteur. C'est toujours très agréable. Alors Camille, l'ami, elle a bien raison. N'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir le Maybe Planet, c'est là-bas que ça se passe. N'hésitez pas à mettre aussi les petits pouces bleus. On va vous proposer bien sûr dans les jours, semaines, mois, années qui viennent un chapitrage de cette émission. Ça dépend quand on aura 2 secondes pour le faire. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver tous les livres, tous les ouvrages dans tous les magasins de Terre et peut-être même de l'univers. Ouh. Et puis comme la dernière fois... des territoires ultramarins. Désolé, il fallait que je dise une connerie. J'ai rien dit, moi. C'est pas moi. Oh, attendez, non, attends, c'est bon. On ne se prononce pas. Non, parce qu'après, moi, je voulais dire, comme la dernière fois, #Ufostrophe, dites-nous les livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Quel autre livre vous auriez à ce sujet-là, puisque là, on a traité du thème de l'abduction, ou si vous avez aussi d'autres bandes dessinées à suggérer un peu dans ce style-là. C'est toujours intéressant de partager tous ensemble. Et puis, amis éditeurs, n'hésitez pas, vous le voyez, nous, on accueille avec grand plaisir les chercheurs, les documentaristes, les auteurs. Voilà, nous, ça nous fait plaisir. Ufostrophe, c'est vraiment de la culture. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos chercheurs, auteurs et autres chez nous. On les recevra avec beaucoup de bienveillance et puis avec beaucoup de plaisir. Voilà, Camille, je te laisse clôturer cet Ufostrophe number 2. Yes. Bonne soirée à tous. À bientôt.